Maison Adam. Parlons audio et vidéo, un balado sans publicité diffusé 2 fois par mois où nous discutons nouveautés, technologies et événements avec José Adam. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cet nouvel épisode de notre balado. Parlons audio-vidéo. Je suis en compagnie aujourd'hui de Guillaume Croisetière, expert chez Maison Adam. Bonjour Guillaume. Salut José. Et on va vous parler aujourd'hui des écrans géants. Hein? Le mystère de comment choisir un écran géant. Et aussi des nouveautés du côté des projecteurs. Puis on va peut-être aborder aussi le sujet, je suis mieux avec un projecteur ou je suis mieux avec un grand téléviseur de 100 pouces? Ouais. Alors, c'est un peu ça. Puis, pour commencer, peut-être, Guillaume, m'expliquer, on a des tableaux, naturellement, on a fait des tableaux spécifiques pour les modèles 83, 85 pouces, ainsi que 100 pouces. Oui. Mais finalement, pourquoi ils sont divisés comme ça? Bien là, cette année, on a écarté les téléviseurs 77 pouces, 75 pouces et moins, là, parce que c'est vraiment à partir de 83 pouces que le marché il se scinde en deux. Là. Parce que ce n'est pas tous les téléviseurs, d'abord, qui sont disponibles dans les formats de 83 et 85 pouces. Puis des fois, dans un modèle 83 pouces, n'aura pas nécessairement toujours les mêmes technologies que les plus petites versions 77 ou 75 pouces. Okay. Donc, quand quelqu'un se magasine un téléviseur, puis il regarde nos tableaux choix de José, puis il regarde les tableaux meilleurs téléviseurs pour le cinéma, pour le sport, bien, il peut se dire que ces téléviseurs-là, dans 55, 65, 77 pouces, sont tous identiques. Fait qu'ils vont avoir les mêmes performances. Mais dans le 83 pouces, il y a des nuances qui apparaissent. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment jugé bon de faire un tableau là, où on présente les téléviseurs 83 pouces et aussi 100 pouces, parce que là, c'est aussi autre chose. Mais tu entends quoi par des nuances? Bien, tu sais, par exemple, Sony, c'est pas tout leur téléviseur qui va se faire en 83 pouces. Okay. Dans certains téléviseurs Samsung, les types de panneaux utilisés ne seront pas les mêmes dans le 83 pouces que dans le 77 pouces. Ah oui, c'est pour ça que je l'avais remarqué, ça, d'ailleurs. Ça se peut-tu qu'il y a des... Finalement, Samsung n'utilise pas leurs propres panneaux quand ils sont dans le 83 pouces? Oui, bien là, pour l'instant, la seule compagnie, là, on parle, par exemple, juste préciser, les téléviseurs OLED, là, la seule compagnie qui est capable présentement de manufacturer, de produire des téléviseurs OLED 83 pouces, ça semble être LG. Ah, donc, okay. Samsung, ils ont leur panneau OLED, le QD OLED, là, qu'ils utilisent dans les 55, 65, 77 pouces. Okay. Mais dans le format 83 pouces, pour l'instant, Samsung utilise des panneaux de LG. LG produit 2 types de panneaux OLED. Là. Ils ont les panneaux White OLED qu'ils utilisent pour leur série B et C. Puis ils ont leur panneau haut de gamme 4Stack. Là. Donc, Samsung utilise ces panneaux-là pour leur grand format de téléviseur OLED. Ça va être intéressant de voir les résultats, finalement, pour savoir là, c'est ça. Chacune des compagnies, finalement, utilise le même panneau, mais lequel est gagnant, justement, par catégorie? Oui, parce que le panneau est important. Ça a, une grande incidence sur la qualité de l'image, mais l'autre 50 de la qualité d'image, ça va être déterminé par la qualité des processeurs vidéo qui sont utilisés. C'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, une compagnie comme Sony ne produit pas de panneaux OLED, non. Mais justement, il se trouve avoir tellement des bons processeurs que c'est ça qui les démarque. Là. Sony ont toujours fait ça. Ils payent chez LG. Pour certains de leurs téléviseurs, ils vont choisir un panneau OLED LG. Pour d'autres modèles, une année, ça va être un panneau OLED Samsung. J'imagine qu'ils évaluent les performances puis ce qui se marie mieux avec leur système. Là, maintenant, Guillaume, j'aimerais que tu expliques un peu à nos auditeurs, justement, que les tableaux qu'on a pour les téléviseurs de 77 pouces et moins, avec les séries qu'on a, on se trouve à avoir des catégories. Donc, on a des téléviseurs pour le cinéma, pour le sport, ainsi que pour les jeux vidéo. Oui. Dans les grands écrans, c'est pas comme ça que ça a été travaillé. Fait que explique un petit peu pourquoi que c'est comme ça. On est allé dans cette direction-là, dans le fond, dans les grands écrans pour choisir notre choix de José, là, notre meilleure recommandation. On évalue les téléviseurs de la même manière que dans les petits formats. Là. On évalue les téléviseurs en fonction de leur capacité à offrir des belles couleurs quand on écoute du sport, des images fluides, leur capacité à offrir des beaux contrastes quand on regarde des films, donner des nuances dans les noirs. Puis on évalue aussi leur capacité à offrir des bonnes performances pour les jeux vidéo avec des temps de réponse qui sont bas, des beaux rendus HDR. Là, ce qu'on a fait pour les grands écrans, cependant, c'est que pour déterminer le choix de José, on est allé dans la globalité. C'est-à-dire que le téléviseur, par exemple, qui performe, si on a un téléviseur qui performe dans la catégorie entrée de gamme, il y en a un qui est très, très bon pour les jeux vidéo, mais il y a un autre téléviseur qui performe mieux pour le sport et le cinéma. Là, le choix de José va être celui qui offre de manière générale les meilleures performances. Donc, c'est comme ça qu'on a opté
pour tout ce qui est les téléviseurs 83 pouces et évidemment pour les 3 téléviseurs 100 pouces évalués. Ah, OK. Ouais, ça a une certaine logique, dans le fond. Ah oui. Puis il reste que les gens peuvent toujours aller consulter les tableaux dans les séries. Là, tu sais, finalement, quand on a un téléviseur, mettons, je prends un exemple, dans une série comme un QN90F là, de Samsung, bien, les gens peuvent aller quand même consulter, voir si dans les séries plus petites, si finalement ce téléviseur-là se démarque spécifiquement pour plus une catégorie qui est c'est-à-dire une écoute de téléviseur qui peut plus leur plaire. Là, ah oui, après, les tableaux, c'est le fun, justement, de pouvoir... On peut passer d'un tableau à l'autre et les analyser. Là. C'est toujours intéressant de voir les notes, puis les résultats, puis comment ils se comparent les uns par rapport aux autres. Là. Exact. Fait que là, on va aller justement dans une première catégorie, l'entrée de gamme. Oui. Là, on a des téléviseurs qui vont être entre 2 000 et 3 500 $. Oui. Et j'aimerais ça que tu nous dises peut-être c'est quoi les modèles là, qu'il y a dans cette catégorie-là? Bien, quand même des bons téléviseurs. Là, on dit entrée de gamme, mais nous, nos téléviseurs 83 pouces entrée de gamme, on a quand même certains critères. Là, parce qu'un téléviseur grand format, ça ne pardonne pas. Là. Donc, c'est des téléviseurs qui utilisent des technologies assez avancées pour offrir des bons taux de contraste. Des téléviseurs qui vont offrir aussi des vitesses de rafraîchissement à 120 Hz pour être performants quand on regarde du sport, quand on joue à des jeux vidéo. Donc, on est un téléviseur 83 pouces entrée de gamme. Qui n'a pas de 120 Hz, qui n'a pas beaucoup de contraste, bien, pour nous, on ne les évalue pas là, parce que c'est des formats qui sont très, très capricieux pour offrir une bonne qualité d'image. OK, je comprends. Et puis, maintenant, si on dit quel était le gagnant dans cette catégorie-là? Bien là, on a évalué les téléviseurs qu'on a évalués. On a évalué un téléviseur QLED Q8F de Samsung, qui est un QLED 120 Hz 4K. On a évalué aussi son grand frère, qui est dans la même gamme de prix. Là, c'est le modèle QN80F, qui la différence, c'est que lui, il utilise la technologie Mini-Dell. On a également évalué un téléviseur Mini-Dell LG, qui est le modèle QNED85, et aussi le Bravia 5, qui est notre choix de José. Ah, OK. Donc, c'est le téléviseur qu'on a choisi, le Bravia 5, parce que dans le 83 pouces, en termes de contraste, il est similaire aux autres téléviseurs. C'est-à-dire qu'il va offrir des... C'est pas un téléviseur qui affiche un noir qui est extrêmement profond, mais c'est un téléviseur qui est capable de donner des bons dégradés de couleurs. Fait que quand on va écouter un film, puis si c'est une scène qui est plutôt sombre, c'est un téléviseur qui va être capable de faire ressortir du détail. Mais à ce niveau-là, il est similaire aux autres téléviseurs qu'on a évalués. Où il se démarque, bien, c'est Sony, c'est le processeur vidéo est très, très bon. Fait que c'est un téléviseur qui est plus efficace pour aller rechercher des nuances de couleurs. Fait que quand on va écouter un film, les teintes de peau sont un peu plus naturelles. On va rechercher un peu plus de détails aussi dans les vêtements, dans les décors. Mais l'élément vraiment qui a tranché, c'est le traitement vidéo, c'est la vitesse de rafraîchissement de l'image. Ouais. Puis où on le voit le plus, là, c'est évidemment... Les deux sports les plus difficiles pour un téléviseur, c'est le tennis puis le hockey, là, parce que ça bouge très, très vite. Exact. Puis vraiment, en 83 pouces, la Sony, lorsqu'il y a un mouvement rapide en tennis, là, la balle de tennis, elle garde vraiment une belle définition d'image, presque au niveau d'un OLED. Puis c'est pas tout à fait le cas avec les autres téléviseurs qui, en 83 pouces, bien, on le voit que le 120 Hz, il est là, mais il n'est pas capable de rafraîchir l'image aussi bien que ce que Sony est arrivé à le faire avec sa Bravia 5. OK. Mais il reste que, faut dire aux gens qui sont vraiment des maniaques de jeux vidéo, il y a des avantages sur les autres modèles que tu as parlé absolument. Qu'il n'y a pas sur Sony. Bien là, c'est ce qu'on revient de dire. Là. C'est Sony, pour le sport puis le cinéma, vraiment, dans l'entrée de gamme, il le remporte. Okay. Tu as raison, José, pour les amateurs de jeux vidéo, bien, si on regarde que ce soit le QNED 85 ou le QN80F de Samsung, bien, davantage de port HDMI 2.1. Les téléviseurs gèrent mieux aussi le rendu HDR, puis on a davantage de fonctionnalités là, lorsqu'on va brancher une console sur ces télés-là. Mais il y a davantage d'options qui vont apparaître par rapport aux téléviseurs Sony. OK. C'est quand même un peu spécial parce que, tu sais, tantôt, on disait aux gens, si vous allez voir les tableaux des modèles inférieurs, bien là, on va s'apercevoir dans l'entrée de gamme, c'était la Q8F qui était gagnante. Oui. Partout, je veux dire, à ce niveau-là. Là, on a une surprise parce que dans les formats plus gros, comme 85 pouces, ben, ce qui arrive, c'est que le modèle comme la Sony Bravia 5, elle se trouve à être dans ce range de prix-là. Excusez mon anglicisme, mais elle se trouve être vraiment, tu sais... Donc, on a justement une Bravia 5 qui, normalement, elle n'est pas dans la même catégorie. Elle n'est pas dans la même catégorie. Non, là, ça rentre dans la catégorie. Ouais. Alors, c'est pour ça. Donc, écoute, on prend le temps d'expliquer aux gens là, le plus possible. C'est ça, un podcast qui est fun. On a du temps. Alors, maintenant, on va parler de la prochaine catégorie. Oui. Donc, le milieu de gamme. Là, on a une surprise, mais
on avait la même surprise dans les séries inférieures, c'est-à-dire les modèles, les formats inférieurs. Oui. C'est qu'on a notre première OLED qui apparaît, la fameuse B5 de LG. Est-ce qu'elle va encore une fois être la gagnante? Bon, on va le dire pas tout de suite, là. Alors, QN... Après ça, on a chez LG un mini LED dans le QNED 92 et aussi un Neo QLED du côté, qui est un mini LED aussi, du côté de Samsung avec la QN85F. Oui. Alors, maintenant, explique-nous quels ont été les avantages pour un des 3 modèles qui s'est démarqué justement comme le gagnant. Bien là, écoute, il n'y a pas grande surprise là. Vraiment, ici, le choix de José, c'est le téléviseur B5, là, c'est officiel. Parce que là, on le voit, le OLED, ça fait quand même, là, c'est les premiers téléviseurs OLED, là, ça fait pas 10 ans, mais les premiers modèles qu'on a eus de mémoire, là, ça tournait aux alentours de 2017. Fait que ça fait longtemps que la technologie OLED, elle existe. C'est plus une nouvelle technologie. Là, les prix commencent à baisser, surtout dans le 83 pouces. Parce que les OLED, ça fait quelques années que les téléviseurs OLED, là, 55, 65 pouces, sont sensiblement dans les mêmes gammes de prix. 77 pouces a commencé à baisser il y a 2-3 ans. Là, c'est le 83 pouces qui commence à être plus abordable. Fait que là, effectivement, retrouver un OLED dans les très grands écrans, déjà dans une catégorie de prix qui est relativement accessible, là, ça devient très, très intéressant. Mais il faut savoir aussi que la B5, là, le téléviseur B5 pour LG, ils ont fait des concessions pour arriver à offrir un OLED grand format comme ça, aussi agressif en termes de prix. Fait que c'est pas un téléviseur... C'est un téléviseur OLED qui a le défaut de la B5, là, c'est juste qu'elle n'a pas énormément de luminosité. Fait que si on est dans un environnement où il y a beaucoup de fenestration, on a un téléviseur B5, ça peut être un peu limite là, si on a beaucoup de luminosité, parce que le téléviseur, même si on le met dans son mode d'image le plus lumineux, bien, veut pas, sa capacité à produire une clarté d'image est plus limitée que le modèle mini-DEL QNED 92 ou QN85F. Mais ça reste que c'est un téléviseur OLED. Donc, les noirs sont parfaits. Les contrastes sont parfaits. C'est simplement qu'il n'est pas capable de produire un blanc aussi lumineux que les autres téléviseurs. L'autre concession qu'LG a fait avec son B5, c'est le processeur vidéo. C'est que les téléviseurs LG, les séries C et G, leur processeur vidéo, il a vraiment été spécifiquement développé pour exploiter un panneau OLED. Fait que le développement du processeur n'est pas fait pour travailler sur un panneau mini-DEL, c'est fait pour exploiter une dalle OLED qui est complètement différente du mini-DEL. Avec la B5, ils ont mis un processeur vidéo, je dirais, plus générique, donc ça permet également de réduire les coûts. Mais néanmoins, si on aime le cinéma, si on aime le sport, si on aime jouer à des jeux, bien, le B5, c'est lui qui offre les meilleurs contrastes, c'est lui qui offre le meilleur angle de visionnement de sa catégorie, qui offre la meilleure vitesse de rafraîchissement d'image. Donc, c'est sûr que le OLED a beaucoup d'avantages. À partir du moment où on est dans un environnement où on contrôle la lumière ou de soirée, le 83B5, c'est un très, très bon choix. OK. J'ai oublié de souligner qu'on était entre 4 000 et 5 000 dans cette gamme de téléviseurs-là. En passant, c'est toujours des prix qui sont vraiment des prix détail. Exact. On rentre dans la période, on est au mois de novembre présentement, dans la période où est-ce que finalement, vous allez dire, mon Dieu, c'est beaucoup moins cher qu'ils l'ont dit. Là, ça a l'air cher quand on le dit comme ça. Oui, c'est ça. Alors là, c'est pour ça que la prochaine catégorie qui se trouve être du haut de gamme, là, on est entre 5 000 et 6 000 Encore là, peut-être que là, présentement, on a des prix qui ressemblent plus aux prix qu'on a donnés tantôt, c'est-à-dire des prix des milieux de gamme. Là, donc, ça vaut la peine de surveiller les promotions chez Maison Adam, naturellement. Ici, dans les modèles, on va se trouver à avoir encore un téléviseur OLED avec le C5 de LG. On va avoir aussi du côté du OLED, on va avoir chez Samsung le premier modèle qui est un S85F avec un panneau White OLED. Donc OLED, donc c'est un panneau qui est de LG. OK? Mais dans le LG entrée de gamme. Exact. Me trompes-tu? Oui. Bien, la S85 là, de Samsung, c'est vraiment l'équivalent en termes de type de téléviseur du modèle B5 de LG. OK. Dans les plus petits formats, là, vite de même, là, je sais qu'on est dans les grands écrans, mais le S85F, dans les plus petits formats, 55, 65, 77, c'est quand même un téléviseur qui utilise une dalle QD OLED.
OK, Donc, là, c'est la dalle de Samsung Ouais, qui est plus lumineuse. Exact. Fait que dans les plus petits formats S85F, c'est une image qui est plus claire que la B5 de LG. OK. Mais dans le 83 pouces, c'est pas le cas. Là. Samsung, bien évidemment, parce que, comme je disais au début, ils font pas de panneaux OLED 83 pouces. Ben là, ils viennent utiliser le panneau de LG. Il y a peut-être une usine en Corée qui est en train de se Ouais, construire ça, pour faire ça. Ça ne durera pas éternellement, c'est certain. La journée qu'on va le savoir, on va vous en parler. Alors, écoute, il reste qu'il y a aussi un téléviseur, le QN90F, Oui. qui est un téléviseur néo-QLED, donc mini-LED, Oui. chez Samsung. Je pense que je veux le dire aussi pour les gens. Tantôt, tu parlais de quand on a beaucoup de fenestration, beaucoup de luminosité, on écoute la télévision de jour. Ici, on a un panneau anti-reflet sur ce modèle-là qui est un gros avantage dans cette situation-là. Parle-nous un petit peu de ce modèle-là. Après ça, on va tomber dans le débat qui a été Le QN90F, c'est un classique. Je dirais pour quelqu'un qui recherche autre chose que l'OLED comme technologie, c'est le meilleur téléviseur mini-DEL 4K que Samsung fait. Là, cette année, ils ont ajouté leur dalle anti-reflet. C'est une dalle qui est complètement mate. Là. Quand le téléviseur est fermé, on dirait presque un tableau de craie. Là. Donc, c'est un très bon téléviseur, très lumineux. Mais ce n'est pas un téléviseur qui est capable de maintenir des contrastes, évidemment, là, comme les téléviseurs OLED, que ce soit la S85F de Samsung ou encore le C5 de LG. Maintenant, quel téléviseur est le gagnant dans cette catégorie-là? Un grand format, là, 83 pouces C5 de LG, c'est notre choix de José, meilleure recommandation dans cette gamme de prix-là. OK. Puis ce qui est drôle, c'est que la C5 cette année, c'est pas un téléviseur, là, dans les formats de 55, 65, 77 pouces, il y avait beaucoup de monde devant lui, là. Il y avait Sony avec ses Bravia 8, il y avait Samsung avec son modèle S90F. Mais dans le 83 pouces, là, il tombe vraiment dans cette gamme de prix-là un peu tout seul. Mais c'est un téléviseur qui est vraiment... Tu sais, c'est pas le meilleur dans... C'est pas le téléviseur qui est le meilleur dans rien, mais il est excellent dans tout. Ah! C'est bien dit, ça. Fait que c'est un téléviseur, la série C d'LG, c'est un classique pour ce qui est de la fiabilité. C'est des téléviseurs qui fonctionnent, ça fait des années qu'LG fait les séries C. Très fiable, très durable, très bien fini, bonne qualité de finition. Très populaire. On en voit beaucoup, là, ce Si tu modèle-là. veux un bon téléviseur OLED, tu veux être sûr de ne pas te tromper, avec une C, tu ne te trompes pas. Oui, puis autant pour, je veux dire, le cinéma, autant le sport, puis parce que là, la luminosité est plus forte que la série B. Oui. Mais en même temps, pour les jeux vidéo aussi, là, c'est vraiment elle est plus forte que la série B, puis elle est aussi plus forte que la série C4. Là. Cette année, LG, vraiment, la C5, c'est le même panneau que la C4, mais ils ont travaillé le processeur vidéo. Il comprend mieux comment exploiter la dalle OLED. Puis nous, on a vraiment fait un comparatif qu'on a reçu à C5 par rapport au C4. Puis vraiment, il y avait un bénéfice au niveau de la clarté. Donc, c'est un téléviseur qui utilise un panneau OLED, White OLED, qui est le panneau régulier d'LG, mais vraiment, là, il est plus clair que jamais. Fait que c'est un téléviseur qui a très, très bon contraste, très bonne luminosité. Les effets HDR sont bien reproduits. Les nuances de couleurs, quand on les met en mode filmmaker ou les modes ISF, vraiment bien reproduits. Toutes les options pour les amateurs de jeux sont là. C'est compatible avec à peu près tous les types de vitesses de rafraîchissement d'image qu'on peut avoir sur un téléviseur. Fait que dans le 83 pouces, on ne veut pas être déçu. On veut une télé pour des années performante pour tout la C5. Très, très bon choix. Tu nous l'as bien vendu, mais un balado, on n'est pas supposé vendre. On est juste supposé donner de l'information aux gens. Hein? Yes. Je remarque que Sony, on n'a pas de 83 pouces dans le OLED. Oui, Sony, cette année, il faut dire que Sony sont en train de travailler sur une technologie RGB. Là. On y reviendra dans un autre podcast. Oui, Stéphane et Tristan sont allés au Japon. Exact. Ils ont été invités par Sony. Et oui, ils ont trouvé ça vraiment... Mais on ne peut pas en parler maintenant parce qu'ils ont signé des documents qui les empêchent de dévoiler quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Mais exact. On va avoir un balado en début d'année où est-ce qu'on va rentrer dans ces détails-là. Oui, absolument. Donc, pour cette année, Sony, là, Sony fait des téléviseurs OLED dans la technologie mini-DEL. Mais dans l'OLED, leur nouveau téléviseur Bravia 8.2, il l'arrête à 65 pouces. Leur modèle Bravia 8, qui ont sorti il y a 2 ans, arrête à 77 pouces. Donc, pas de nouveauté pour Sony dans les très, très grands formats. Probablement que l'explication, ils sont peut-être pas capables d'avoir des panneaux au prix qu'ils aimeraient avoir, développement des nouvelles technologies. Mais Sony, dans le 83 pouces, cette année, sont
sont absents pour la technologie OLED. Bien, d'après ce qu'on a pu comprendre de nos deux personnes qui sont allées justement au Japon chez Sony, ils travaillent très, très fort avec la technologie RGB. Puis ils vont nous surprendre dans la prochaine année. Mais on s'entend que ça va être quand même pas donné. Oui, on va être dans les premières années. C'est ça. On arrive avec les nouvelles technologies, quelque chose de nouveau. C'est toujours très dispendieux au tout départ. Fait que ça vaut la peine de faire l'acquisition, si vous êtes prêt aujourd'hui, d'un format plus gros. Dans ce qui, comme recommandé, comme tu le fais, là, je veux dire, dans ces... Oui, RGB, là, en tout cas, les prix qui ont coulé, en tout cas, on a un fabricant coréen qui nous les présentait, puis c'était près de 40 000. Eh, boy, OK, on n'est pas là. On va respirer. Ça va être limité comme client, ça va intéresser. Maintenant, là, on tombe dans la catégorie référence. Oui. La catégorie référence, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux téléviseurs haut de gamme, la S95F de Samsung, et du côté de LG, on a justement la G5, la fameuse G5, qui est un beau téléviseur côté design et tout. Ici, on a le même panneau LG, le Force Stack. Et j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu de ces deux téléviseurs-là, lequel qui s'est démarqué, puis quelles sont les forces de l'un, les forces de l'autre. Il doit y avoir des différences, là, vu qu'on n'a pas la même électronique, les mêmes processeurs là, dans ces téléviseurs-là. C'est là que c'est ça. Là, c'est intéressant parce que le téléviseur, ce qui est le fun, c'est grâce à Samsung, en fait, là, c'est qu'on peut vraiment voir c'est quoi les bénéfices du Force Stack de LG, qui est leur meilleur panneau OLED, les bénéfices du panneau de Samsung QD OLED, parce que la 77 pouces Samsung S95F, elle n'a pas la même image que la 83 S95F. C'est le même processeur. Je l'ai vu en magasin, c'est vraiment évident. Là, la qualité d'image là, est totalement différente. Oui, c'est deux affaires différentes. C'est-à-dire que la 83 S95F est plus lumineuse que la 77 S95F. Signe que le panneau Force Stack de LG, on le voit qu'il est capable de produire un blanc qui est plus lumineux. Exact. Par contre, la 77 S95F, les couleurs sont moins saturées, sont plus saturées sur la 77 S95F, mais pas saturées dans un sens négatif, là. C'est que les couleurs ont plus de profondeur. Avec le QD OLED, le rouge est un peu plus vif, les jaunes sont un peu plus forts, les verts sont un peu plus forts. On est plus dans une palette de couleurs à la Samsung, avec des couleurs très, très vives. Là. Puis on le retrouve moins dans le 83. C'est pour ça, quand on regarde les tableaux choix de José, là, les S95F puis le modèle S90F de Samsung en 83 pouces, c'est pas tout à fait les mêmes résultats que dans les tableaux choix de José qu'on donne pour le cinéma, les jeux vidéo, les sports. C'est parce que le panneau n'est pas le même. Là. Donc, c'est ce qui fait que là, les meilleures recommandations ont changé un petit peu. Là. J'ai aimé aussi la transparence qu'on voit plus là, justement dans la S95F avec le fameux Force panneau Force Stack là, de LG. J'ai aimé aussi, je te dirais, plus de détails qui ressortent. Vraiment, là, on voit plus de détails. C'est le blanc qui est plus lumineux. Là, versus le 77 pouces dans le S90F là, de Samsung. OK, c'est intéressant. Quels autres modèles ont été testés dans cette catégorie de prix? Bon, bien, on a le téléviseur S90F de Samsung, qui est l'équivalent au téléviseur C5 de LG, mais dans le 83 pouces, LG, en termes de prix, de détails, sont plus compétitifs que Samsung. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans les mêmes catégories. Puis, on a également évalué les téléviseurs références dans le mini-DEL. Il y a le Bravia 9 de Sony, qui est toujours un très, très bon téléviseur pour ceux qui veulent une image qui est très lumineuse. Puis, le modèle 8K de Samsung QN900F aussi, qui offre une clarté d'image presque aussi élevée ou équivalente au Bravia 9. Là. En fait, c'est à peu près 4,30 sous pour une pièce, ces deux téléviseurs-là. Si on préfère l'image de Sony ou l'image de Samsung, on choisit entre les deux. Puis, il ne faut pas oublier que, justement, ces téléviseurs-là 8K de Samsung, c'est ceux qui vont offrir le meilleur détail. Pourquoi? Parce qu'on a un panneau avec beaucoup plus de pixels, 33 millions de pixels. Puis, on va prendre un signal 4K qui se trouve avoir juste 8 millions de pixels, puis on va le transformer pour l'emmener dans ce panneau-là. Ça amène plus de détails, c'est évident. Hein? Il y en a qui sont, avec raison, il y en a qui ne croient pas à ça. Ils disent « 8K, ça ne sert à rien, il n'y a pas de contenu. » Ils ont raison quand ils disent ça. C'est vrai, il n'y a pas de contenu 8K. Là. Pour l'instant, les compagnies, ils ne semblent pas être arrivés à être capables de trouver un système de compression qui permet d'envoyer du 8K avec un débit Internet qu'on a aujourd'hui. Au Japon, oui. Bien, au Japon, ils parlent souvent de 8K, mais c'est pas des... Je sais qu'on dit au Japon, il y a du 8K, là, mais
Je ne sais pas où ils voient leur 8K au Japon. Peut-être s'ils vont dans les sièges sociaux de Sony, là, où il y a des démos. Mais je ne suis pas certain que le monde au Japon, ils ont du 8K à la maison parce qu'ils ont les mêmes services de télé sensiblement que les nôtres. Là. OK. Fait que, ben, en tout cas, je poserai la question à Tristan à Stéphane là, qui arrive de quand on va Japon. dans des expositions, OK, on voit du 8K. Là, mais par contre, Samsung, le rehaussement vidéo, là, nous, présentement, ce qui est à la mode dans le magasin, là, les gars, ils mettent des... Mettons, walking tour à Québec City 4K. Fait que là, c'est du monde qui se promène avec... il doit avoir des bonnes caméras ou même un bon téléphone. Ils se promènent comme s'ils marchaient en ville, mais en 4K. Mais quand tu mets la Samsung 8K sur ce type d'image-là, puis après, tu regardes tous les autres téléviseurs du magasin, mais là, tu vois que tu le vois, le 8K. Là. La définition de l'image, les détails, sur ce type de contenu-là, ça fonctionne vraiment très, très bien. OK. Bon, super. Maintenant, oui. Quel téléviseur est gagnant dans cette catégorie-là? En passant, on est entre 6 500 et 8 000 Encore une fois, c'est des prix de détail. Bien, si quelqu'un qui adore la clarté puis veut l'image la plus brillante possible, la plus bright possible, bien, la QN900, justement, 8K, pour ça, est intéressante, mais ça reste que c'est un téléviseur mini-DEL, fait qu'il y a encore les petites lacunes du mini-DEL pour ce qui est du contraste, l'angle de visionnement. C'est pas aussi bien que l'OLED. Mais tu as un panneau anti-reflet? Oui, il y a le panneau anti-reflet QN900. Autre avantage. Fait, à mon avis, c'est le plus beau téléviseur 8K que Samsung ont fait depuis leur toute première génération qu'ils ont lancé il y a 5-6 ans. OK, c'est bon. Puis les prix sont plus... Avant, on avait un écart de facilement 2000 pièces de plus. Il ne voulait pas le payer. Là, j'ai compris. Je ne paierais pas 2000 pièces de plus pour un 8K. Il n'y a pas de contenu. Mais là, cette année, ils ont comme changé de stratégie. Leur 8K est rendu à peu près au prix d'un OLED haut de gamme. Ah, ben là, tu vois, là, OK, bon, j'ai une image plus claire, j'ai un peu plus de détails, j'ai moins de contraste. Il y a une clientèle à qui ça parle beaucoup. Là. Mais il reste qualité d'image, plus les meilleures performances, ça a été évidemment la G5 et le S95F de Samsung. Il y en a juste une qui gagne, même si c'est le même panneau. Là. Si on regarde du sport... Il va-tu finir par nous le dire? Si on regarde jeux vidéo, c'est équivalent. Les deux, ils ont vraiment un bon rendu. Si on regarde du sport aussi, le panneau mode Samsung donne une espèce d'effet, une luminosité qui semble être plus naturelle quand on est à l'extérieur. Le fini glacé, sa G5, parce qu'elle n'a pas de panneau mode, c'est un fini vraiment lustré, donne une espèce d'effet crisp à l'image. Là. Donc, pour le sport, là, ça se vaut. Ça s'est décidé sur le cinéma. Là. Puis LG, le G5 4-Stack avec leur processeur, parce que la G5, elle a vraiment un processeur différent même des C5. Mais là, on voit qu'LG, ils sont peut-être plus dans leurs souliers, là, parce que c'est leur panneau, c'est leur traitement vidéo. La G5 offre une meilleure perspective d'image que la S95F quand on regarde des séries du cinéma. Puis elle est aussi supérieure pour ce qui est d'aller chercher du détail dans tout ce qui est les dégradés de son. Donc, des plus beaux dégradés de gris, des plus beaux dégradés de noir. Donc, on a une image cinématographique qui est plus ombragée. Et là, la LG va donner à ces images-là davantage de volume. Donc, c'est la raison pourquoi la G5, quelqu'un qui veut le top du top d'un très grand format cette année, 83 G5 all the way. D'accord. Vraiment, Guillaume, bonne explication. Mais je veux quand même souligner, là, c'est un panneau anti-reflet qu'on a sur la S95F. Oui. Donc, les gens qui veulent avoir le meilleur téléviseur, mais qui ont un problème de beaucoup de fenestration, puis ils font une écoute de jour... C'est un avantage. C'est l'avantage, même si la G5, c'est le meilleur téléviseur. Oui, c'est ça. C'est pour ça que quand on choisit un choix de José, ça peut être bon aussi de prendre le temps. On peut cliquer sur le petit test, puis on peut lire aussi toutes les petites nuances, les petits détails qui s'appliquent à chaque télé. Oui, pour ceux qui achètent naturellement à partir du site, ça devient pertinent. Alors là, on tombe dans la catégorie des gros téléviseurs, les 100 pouces. Oui. Puis je sais que dans le passé, on n'avait pas cette catégorie-là parce que, on sait, il était très cher. Exact. Alors, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé dans le marché qui fait que maintenant, on a plusieurs téléviseurs dans cette catégorie, dans une catégorie de prix plus raisonnable. Oui, bien là, cette année, ça a bougé. Là, c'est comme tu le dis, là, dans les dernières années, des téléviseurs 100 pouces, il y en avait, mais il n'y a pas beaucoup d'appétit, là, en tout cas, du moins à Québec, là, pour des téléviseurs 100 pouces de 20-25 000 $. Il y a du monde qui mange ça. Tu parles d'appétit. Il n'y a pas, je veux dire par appétit, qu'il n'y a pas une demande qui est très, très grande. Il y en a une petite. Là. Mais on est loin du marché grand public. Mais là, cette année, les télécompagnies, que ce soit Sony, LG, Samsung, les trois offrent des téléviseurs 100 pouces à des prix qui sont raisonnables.
OK? OK. Puis c'est leur téléviseur intermédiaire. Tu sais, quand on parlait des téléviseurs, là, tantôt entrée de gamme, milieu de gamme, c'est ces téléviseurs-là qu'on a évalués dans le 100 pouces. OK. Parce qu'il se fait des téléviseurs 100 pouces à 20, 25, 30 000 mais c'est pas ce qu'on a Encore, sélectionné parce que la majorité des clients qui veulent se gâter pour un téléviseur 100 pouces, on sait très bien là, qu'ils ne mettront pas 15, 20, 25 000. Mais si on arrive avec un téléviseur 100 pouces à 5, 6 000 ben là, ça devient intéressant parce qu'on peut avoir pour 5, 6 000 soit un modèle référence ou haut de gamme dans le 83 pouces, ou OK. on diminue un peu de qualité d'image, mais là, on se retrouve avec un format de toile de projecteur là, de 100 pouces. Là. On a vraiment une image géante. Là. On est dans le milieu de gamme à ce Ouais, moment-là. exact. Là. OK, ça devient intéressant pour les gens d'être au courant de tous Yes. ces détails-là. Maintenant, on peut le dire, là, il nous est arrivé un petit peu toutes sortes d'expériences, autant des clients qui sont partis avec des 100 pouces que même nos techniciens qui sont très minutieux. Donc, je pense que ça vaut la peine d'expliquer aux gens l'installation. C'est pas une affaire simple là, quand on a un 100 pouces. C'est même, là, d'après moi, en tout cas, j'espère que ça va se corriger dans les prochaines années, mais c'est surprenant de voir comment les compagnies n'ont pas pensé qu'en vendant des téléviseurs 100 pouces, ils auraient dû prendre soin de préparer les télés dans leur boîte de manière à ce que les gens puissent les installer, de manière à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise ou de bris, là, parce qu'un téléviseur... C'est pas toutes les compagnies. Non, qui il y a sont l'exception. Je vais y revenir. Là. OK. Mais il faut savoir qu'un téléviseur 100 pouces, c'est comme un téléviseur 65 pouces. Là. Ils n'ont pas de cadre. C'est très, très fin comme téléviseur. Ouais. C'est pas du OLED, là, mais c'est du mini-LED, mais c'est ça se quand prend même... mal, une télé. Là. Ouais, Tu sais, 83 pouces, là, tu peux pas pincer ça. Il faut que tu prennes ça, les paumes de main ouvertes. Un 100 pouces, ça pèse 120 livres, pas de pied. Fait que c'est sûr que si on regarde pour un 100 pouces, je recommande fortement de faire l'installation par une équipe là, de maison à dents. Là, parce que l'installation va bien aller. Puis s'il y a de quoi qui se passe mal, ben c'est pas la faute du client. C'est nous autres qui absorbent. C'est nous autres qui va absorber. Mais c'est triste dans ce temps-là. Oui, ça fait mal. En passant, ça prend 4 techniciens. Oui. 4 personnes pour manipuler idéalement, là, c'est deux gars qui vont supporter le poids de la télé. Il y en a un autre à 108 qui va faire les branchements à gauche, un autre à droite. Fait que, il faut être méticuleux quand on installe ces télés-là. Ouais. Sauf Sony, il faut faire attention avec Sony, mais Sony, là, tu le vois, là, eux autres, ils ont pensé à leur affaire. Le panneau 100 pouces, quand on déballe ça de la boîte, il y a une immense feuille de carton là, très rigide qui protège l'écran. Fait que ça, c'est une feuille ce panneau de carton-là, on le retire uniquement quand le téléviseur est fixé au mur. Ouais. Fait que là, il n'y a pas de danger que la main ou il y a un pouce ou une mauvaise pression arrive dans le panneau. Okay. Là, on ne le voit pas quand la télé est éteinte, on l'allume, il y a une énorme ligne dans le téléviseur. Là. Fait que ça, c'est bien. Parce que le pouce pesait trop fort sur l'écran. Oui, exact. Il y a un petit pouce qui décolle vite là, quand tu as 100 pouces. Là, des fois, tu t'en rends pas compte, là, mais la force elle est là. Tu es tendu là, à 100 pouces, tes bras sont raides. Là. Puis, Sony, après, ils ont mis des poignées de métal en arrière de la télé. Là. Fait que la télé, elle vient avec 2 grosses poignées en fer vissées. C'est bien pensé. Fait que là, au lieu de prendre le téléviseur par le cadre, tu apprends. Fait que ça, chapeau pour Sony. Là, ils ont vraiment bien pensé à leur affaire. Puis les téléviseurs 100 pouces, si vous tenez à l'installer vous-même, ben, les avec Sony, là, c'est celle qui est vraiment la mieux faite pour ce qui est de faciliter l'installation. Puis, on va peut-être savoir si c'est elle qui est la gagnante dans quelques instants. Alors, mais avant, j'aimerais que tu me décrives ces téléviseurs-là, parce que c'est tous des modèles quand même spécifiques. Là. Oui. Alors, prends le temps de décrire chacun des modèles, puis tu commences par lequel? Bien là, évidemment, on n'a pas évalué 40, une vingtaine de télé 100 pouces. Là, on est allé avec ce qui était de plus intéressant puis disponible sur le marché. Fait que pour nos premières évaluations de 100 pouces, là, de notre histoire, en fait, là, on a évalué les téléviseurs qui, on jugeait qu'ils étaient dans des gammes de prix intéressantes. On a évalué le Bravia 5 de Sony, le téléviseur QNED 85 de LG et le téléviseur QN80F de Samsung. OK. Puis si on regarde, par exemple, on commence par la Bravia 5 de Sony, bien, puis là, on va le voir, là, tu sais, tantôt en début d'émission, on dit les 83 pouces ne sont pas tout à fait identiques, l'image n'est pas tout le temps identique au plus petit modèle. Bien là, c'est pareil pour le 100 pouces. OK, ouais. Tu sais, si on regarde du côté de la Bravia 5 de Sony, bien, petit rappel, c'est un téléviseur qui est mini-DEL avec un système de rétroéclairage qui est localisé par zone derrière le panneau. Mm-hmm. C'est un téléviseur qui possède 2 ports HDMI 2.1. Donc, on peut brancher une barre de son, avoir le son Atmos, brancher une console de jeu. Elle n'en a pas 4, là, comme les autres télés. Et c'est un téléviseur qui utilise le système Android TV, qui est très, très complet, beaucoup d'applications. Quoique là, LG, Samsung, à ce niveau-là, ils commencent à vraiment reprendre leur retard. Même, il y a des petits aspects là, dans les derniers mois qui ont fait des changements puis
qui offre des applications que Sony n'a pas. Donc, OK. Sony est très fort. Là où Sony est meilleur dans un domaine, c'est la fluidité de l'image, vitesse de rafraîchissement d'image. OK, ouais. Le processeur il Ça a fonctionne toujours bien. été leur Ils force. sont vraiment bien. Là. Quelqu'un qui aime le sport, le tennis, le hockey, là, en 100 pouces, Sony, là, il va être satisfait. Là. Le temps de réponse est plus rapide. Le panneau réagit plus vite. Mais le contraste, il est un peu plus faible que sur les autres téléviseurs. Fait que c'est pas un téléviseur qui est capable de produire un noir aussi profond que le modèle de LG et de Samsung. Puis le processeur X-Duality, pour ce qui est de la gestion des couleurs, OK. autant en 83, 67, 65, il surpasse ses rivales. Mais là, en 100 pouces, on dirait, tu vois, c'est pas la même taille d'image. Fait que le processeur, il travaille pas aussi bien ce type de taille d'image-là que les autres téléviseurs. Oh, j'entends une petite question de nos auditeurs. Dans à peu près la même ordre de prix, là, Oui. quand on compare l'image, puis je m'en doute là, quand même la réponse, là, mais il faut le dire aux auditeurs. La même ordre d'image, là, c'est-à-dire j'ai une 100 pouces, une 100, mettons, j'ai mis une toile de 106 pouces avec un projecteur, puis j'ai mis, de l'autre côté, j'ai naturellement un téléviseur 100 pouces. Là, on parle d'une salle de cinéma dédiée. Oui. Donc, Oui. parce que le projecteur, il ne faut pas le désavantager. Là. Si on va le mettre dans le salon, je veux dire, avec une Non, là, c'est fenestration, ça. il va être c'est pas désavantagé. son environnement. Donc, dans une salle dédiée, entre les deux, là, honnêtement, là, c'est quoi la meilleure qualité d'image? Ben, Quel si, des on deux qui va regarde, ressortir? si on regarde, par exemple, dans ces gammes de prix-là, là, on peut déjà avoir un projecteur Sony laser 4K. Ben oui, hein, c'est dans un environnement dédié, là, un projecteur il est capable d'aller chercher davantage de nuances puis de dégradés dans les couleurs quand on a des bons projecteurs comme ça que les téléviseurs dont on vient de parler. Ouais. Ce qui est le fun aussi avec un projecteur, c'est que là, on parle de 100 pouces, 106 pouces, mais si quelqu'un a l'espace pour s'installer une toile de 135 pouces, bien, contrairement à une télé, ça ne te coûte pas un bras, là, passer d'une toile 100 pouces à 135 pouces. Exact, tu as raison pour ça. Mais oui, effectivement, c'est la réalité, je l'avoue, parce que mon projecteur, c'est un Sony, Ouais, la série contraste. 5000. Le contraste est extraordinaire. Vraiment, les définition. noirs sont profonds, Ouais. alors qu'un téléviseur de 100 pouces, comme on l'a dit tantôt, est dans le milieu de gamme. Moi, j'ai un téléviseur 83 pouces dans la série haut de gamme de Sony. Oui. Puis honnêtement, je veux dire, tu sais, c'est automatique. Quand tu arrives en bas, tu fais « wow » Ouais. plus que Un bon projecteur, il gère mieux les contrastes et la profondeur des noirs. Bon, on va en reparler un petit peu plus tard quand on va parler des nouveaux projecteurs Sony. OK. Mais leur système fonctionne vraiment bien. Des fois, on se demande si on ne regarde pas un téléviseur OLED. là. Puis c'est plus chaleureux comme une table. Ouais, exact. Hein? C'est correct pour ça. Mais c'est parce que la luminosité n'est pas projetée devant nous avec un projecteur. Là. Tu sais, la luminosité, elle est freinée par une toile. Fait que c'est plus reposant à regarder. C'est vrai. Surtout quand les lumières sont fermées, il n'y a pas de fatigue oculaire qui va se produire là. Oui, exactement. Puis sinon, ben, je vous le dis, là, pour une salle dédiée, où est-ce qu'on va assombrir là, beaucoup, si vous choisissez un téléviseur 100 pouces, il faut à ce moment-là se mettre en mode cinéma. Ouais. On n'écoute pas ça en mode éclatant Ben, parce que... Deux choses même, moi, je recommande, là, c'est de se mettre en mode cinéma. Puis après, quand on est en mode cinéma avec un téléviseur, on peut jouer avec l'intensité du rétroéclairage. OK. Ouais. Souvent, en mode cinéma, il est au maximum. Puis si on le diminue un peu, ben là, vraiment, on voit que les couleurs commencent à s'adoucir également. Là. OK, parfait. Il faut quand même spécifier un détail là, Oui. pour les gens, c'est-à-dire, il y a des circonstances où est-ce que vraiment, un téléviseur 100 pouces, c'est ça qu'on va mettre. Prends un exemple, tu disais tantôt, je veux dire, quand la pièce est bien éclairée, Oui. on va pas... On a une solution. Oui, on l'avoue, là. Il y a eu la solution qui est sortie il y a une couple d'années. Je ne peux pas dire que ça continue à avoir de la popularité. Là. C'est toi qui es sur le plancher. Tu Ouais. le vois plus. On a les fameux les projecteurs à courte portée focale Oui. qui sont des solutions quand on est dans un salon éclairé. Mais c'est-tu vraiment encore populaire avec les téléviseurs 100 pouces? Oui, les projecteurs à courte portée focale, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une grande popularité de ça en Asie, en Europe. Ça a l'air d'être très populaire. là. Peut-être parce qu'ils ont moins d'espace que nous pour installer un projecteur traditionnel au plafond. Wow. Projecteur à courte portée focale, pour rappeler, c'est que l'avantage, c'est des projecteurs qui, au lieu d'être justement installés au plafond, on les dépose là, sur un meuble, Exact. collé à la toile. Fait que là, comme le projecteur il est collé à la toile, il est moins affecté par la lumière ambiante. Fait que ça, c'est un bon avantage. Sauf qu'un projecteur à courte portée focale performant, aujourd'hui, c'est aussi dispendieux qu'un téléviseur 100 pouces. Un projecteur à courte portée focale aussi, si on veut le rendement de ce projecteur-là, les toiles sont dispendieuses. Ça prend des toiles très, très spécifiques, Ouais. qui sont spéciales. Exact. Hein, ça ressemble un petit peu comme les nids d'abeilles, qu'on peut Oui, dire. là. Je ben veux dire, c'est manière comme que la conçu. lumière, elle vient comme en angle par Ouais. en dessous. Exact. C'est une toile qui est faite pour prendre la lumière qui arrive en dessous d'elle puis la rediriger à angle droit
pour avoir une image qui est claire. Une toile ordinaire fait avec un projecteur à courte portée focale, mais on n'a pas le meilleur des rendements. Fait que ça, c'est le type de projecteur qui se vend encore, mais pour des besoins spécifiques. Là, souvent, c'est des gens qui ont une belle vue. Ouais. Fait qu'ils ont une vue sur un lac, une vue sur une forêt. Ils ne veulent pas perdre leur vue avec un grand téléviseur. Puis, ils ne peuvent pas installer de projecteur au plafond, justement, parce que des fois, les plafonds sont trop hauts, c'est trop fenestré. Là, ça devient intéressant, un projecteur à courte portée focale. Okay. Mais il reste qu'un téléviseur 100 pouces offre une meilleure qualité d'image que la majorité des projecteurs à courte portée focale qu'on a testés. Puis, dans un environnement comme un salon à vivre, là, le téléviseur 100 pouces, c'est la raison pourquoi il va devenir populaire, c'est ça, c'est qu'il peut s'installer à peu près dans n'importe quel type d'environnement. OK. Alors, en tout cas, moi, je crois, comme tu dis, je crois sincèrement qu'il va y avoir une affectation dans les ventes de projecteurs, mais ça va être principalement les projecteurs à courte portée focale. Oui, moi aussi, je crois... Alors maintenant, Guillaume, on va parler justement des nouveautés dans les projecteurs. Oui. On a du côté d'Epson un petit nouveau qui apparaît qui fait baisser le prix des projecteurs très populaires qui sont les lasers, les modèles LS 11000 et LS 12000. Oui. Donc, je te laisse aller. Bien, c'est un projecteur qui est arrivé dernièrement. Là, on l'a installé cette semaine. Puis ça fait du bien parce que les projecteurs laser 4K, quand même, depuis quelques années, prix minimum, c'est 5 800 $. Donc là, Epson arrive avec un projecteur plus abordable, mais qui demeure dans la ligne de qualité d'image de ce qu'on est habitué avec des bons projecteurs Epson. Okay. C'est-à-dire que c'est un projecteur qui a une bonne luminosité, là, suffisante, même si on est dans un environnement dédié, les lumières tamisées, c'est sûr que c'est là qui est vraiment le plus performant. Mais il reste que c'est un projecteur qui fonctionne même si on ouvre un peu les lumières puis on veut écouter du sport entre amis. C'est un projecteur qui a une bonne vitesse de rafraîchissement d'image et qui a une belle reproduction des couleurs. C'est-à-dire que la tonalité des couleurs elle est juste, même qu'on soit en mode cinéma ou en mode plus lumineux. Donc, on n'a pas des couleurs qui vont avoir tendance à être brûlées ou saturées. Donc, pour écouter des films, ça fonctionne très bien. La seule chose, c'est son taux de contraste. Ce n'est pas un projecteur qui est capable de reproduire des noirs de manière aussi réussie que les modèles laser 4K plus haut de gamme. Bien, la raison de ça, c'est parce que tu l'as dit tantôt, je veux dire, tu sais, on a du côté des lumens, on se trouve à avoir 2200 lumens. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se permettre avec ce genre de projecteur-là, oui, d'avoir une certaine luminosité dans la pièce parce que la brillance est plus forte. Oui. Plus le chiffre en lumens est élevé. Moi, si je prends mon projecteur Sony, je veux dire, tu sais, lui, il va avoir, au niveau des lumens, il va être à 1200 lumens. Oui. Donc, lui, il va avoir des noirs plus profonds. Oui. C'est ça un petit peu qui est toujours le risque, un choix, ouais, c'est ça. Si on est dans un environnement qu'on aime mieux, nous autres, quand on est avec nos chums, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on mange, là, je veux dire, tu sais, dans nos ailes de poulet, là, on va choisir les plus grasses, bien, on veut voir clair un peu. Bien, c'est ça c'est là qu'on va avoir, tu sais, je veux dire, un projecteur qui va avoir une luminosité en lumens plus élevée. Dites-vous que le lumens, c'est comme des chandelles, hein? Plus le chiffre est élevé, c'est comme si j'avais 2200 chandelles sur un projecteur, alors que sur un modèle qui a juste 1200 lumens, mais il y a moins de luminosité, mais ses contrastes sont meilleurs. Exact. À ce niveau-là. Puis là, lui, ce projecteur-là qui a moins de lumens, il faut vraiment avoir une pièce très tamisée. Puis, dans ce temps-là, bien, si on peut avoir un éclairage juste dans le fond de la pièce, c'est là qu'on va mettre nos ailes de poulet puis notre bière, puis la question est réglée. Alors, y a-t-il d'autres avantages sur ce petit modèle-là? Le prix, il est à quoi, 5 000? Oui, bien là, c'est ça. Le prix de détail est à 5 000. C'est un projecteur qui peut afficher une image, là, conserver la même qualité d'image jusqu'à 135 pouces. OK. Puis, des fois, les gens, si on regarde les caractéristiques des projecteurs Epson, contrairement aux projecteurs Sony, c'est pas des projecteurs 4K natifs. Les projecteurs Epson, là, pour arriver avec des projecteurs laser 4K avec autant de luminosité, bien, ils ont une technologie pour offrir une image 4K qui est différente. C'est-à-dire que c'est des lentilles Full HD, 1080p, qui sont superposées les unes sur les autres, mais qui permettent de reproduire une image 4K. Ça fonctionne vraiment bien, là, mais ça reste que c'est pas aussi précis puis défini comme image que ce qu'on peut avoir avec un projecteur Sony, qui, eux, utilisent une technologie qui appelle le SXRD, qui est capable de reproduire un vrai 4K natif. Alors, j'approuve parce que j'ai naturellement testé le Epson le plus haut de gamme, puis après ça, j'ai changé pour le... Oui, bien, c'est ça. C'est que j'avais Sony avant. À un moment donné, j'ai comme dit, OK, on va aller avec le LS 12000. Puis, tu sais, on est dans la même gamme de prix, là. C'est un LS 12000 d'Epson, ça vaut 5 000. Puis le Sony que j'ai chez nous, la série 5000, ça vaut aussi dans cette gamme de prix-là. Finalement, le Sony est vraiment supérieur. Plus de contraste. Oui, mais pas avec ça. Le détail est extraordinaire parce que c'est vraiment un 4K natif.
Natif veut dire que c'est un vrai 4K. C'est Exact. ça que ça veut dire. OK. Alors, après ça, tu as sûrement un autre modèle à nous parler. Oui, là, l'autre modèle, là, on est dans du très haut de gamme. Puis, Oh, tu sais, c'est OK. le Sony que tu as chez toi, José, très contrasté, beaucoup de Oui. détails. Oui. Mais la luminosité, c'est pas sa force si on est dans un environnement où il y a un peu de luminosité. OK. Mais Donc, là, tu as plus de lumière Oui, sur là, celui que tu veux parler. là, c'est le nouveau projecteur Bravia 7 qui est aussi arrivé cette semaine en magasin, donc OK. fraîchement installé. OK. Puis lui, c'est un projecteur que là, il y a une bonne luminosité, c'est 2200 lumens. Oh! Puis ça, c'est un... Donc, là, ce que j'ai dit tantôt, ça marche plus. Là. Oui, bien Ça là... veut dire que là, lui, normalement, il devrait être moins bon que celui que j'ai chez nous, là, parce qu'il y a plus de lumens. Ben là, c'est pas le cas. Tu sais, là, je suis désolé de te l'apprendre, là, mais t'as plus le meilleur projecteur Zut, dans ta zut. salle cinéma. Donc, ça veut dire une chose. Ça veut dire que les projecteurs haut de gamme, mais Ouais. là, on est à quel prix pour Ben là, le on est fun? 12 000. OK, il est un petit peu plus cher. Ouais. C'est Bon. le dernier projecteur là, qui est comme dans la ligne. Parce qu'après, là, si on veut plus que le Bravia 7 chez Sony, ils le font. Mais là, on est rendu à 28 000. OK. Tu vois comment c'est Ouh. fou, là, tu sais. Oui, oui. Mais là, c'est quand on veut se faire une salle de cinéma. Ouais, là, c'est- parce qu'on on en a on a fait des salles de cinéma Oui. dans des endroits là, justement où est-ce que il y a plusieurs personnes là, qui demeurent dans un bloc, des choses Ouais, comme ouais, ça. ouais. Là. Tu sais, je sais qu'on a une coupe de ventes là, comme ça qui se sont faits. Là. Fait que là, oui, des projecteurs dans cette gamme de prix-là, ça vaut la peine. Mais encore là, si on est Ouais. maniaque, on est maniaque. Mais Parce qu'il n'y a aucun téléviseur qui va arriver avec la qualité Non. d'image. puis Non, le détail. le Bravia 7, là, c'est... Parce que à 12 000, on a un autre projecteur qui se vend dans des prix similaires un peu moins chers, puis c'est le QB1000, le QB 10 000 de Epson. OK. Lui, il se détaille 10 000. OK. C'est un super projecteur. Le contraste, là, extraordinaire. Ah, OK. Puis il est à 3000 lumens. Mais c'est-tu un natif ou Non, pas? il y a deux affaires. Il n'est pas natif, OK. puis le contraste, il est extraordinaire, mais il n'est pas aussi extraordinaire que sur le Bravia 7. Tu veux dire, il n'y a pas autant de détails Non, que le la Bravia il y a 7 pas- à cause du côté natif. Exact. Le Bravia 7, c'est vraiment quelque chose. Fait que là, dans le marché, là, on a ton projecteur, là, qui est le modèle 5000 de Sony qui se détaille 7500. Très, très contrasté, très défini. Puis de l'autre bord, on a le LS 12000 de Epson. Bon contraste, bonne définition, mais meilleure luminosité. Mais c'est pas la même, tu sais, c'est pas aussi net que le Sony. Puis là, dans le très haut de gamme, on a deux très bons projecteurs. C'est le QB1000, comme je disais, de Epson. Epson, eux autres, encore une fois, c'est un projecteur qui va afficher un bon taux de contraste, une bonne définition d'image, mais vraiment, eux autres, ils essaient d'offrir de la clarté. OK, pour avoir des effets de lumière, des effets HDR qui sont poussés. Puis de l'autre côté, on a le nouveau Bravia 7 de Sony, qui est 2200 lumens. C'est bon, là. C'est pas aussi clair qu'un QB1000, mais 2200 lumens, ça permet de reproduire des beaux effets HDR. Mais Sony, là-dessus, ce qu'ils ont focusé, c'est la définition de l'image. C'est exceptionnel. La lentille SXRD. Avoir un 4K natif 2200 lumens, là, on va chercher plus de détails que sur n'importe quelle télé qu'on a en magasin 83 Plus de pouces. luminosité aussi. C'est ça. là. Ben, ça permet, le fait d'avoir plus de luminosité, puis d'avoir un noir qui est aussi dense que ça, mais là, ça va vraiment chercher de la profondeur dans l'image, du détail. Puis la reproduction des couleurs, là, c'est hallucinant. Je OK. dis, là, c'est cinématographique là, au possible. Si on veut une expérience cinéma, on a un projecteur de cette qualité-là avec ici, nous, en magasin, là, si vous voulez venir voir, là, le système est installé sur une toile de 130 pouces. C'est vraiment immersif. Ouais. C'est quelque chose. OK, OK. On est dans le next Je- plus ultra. Je sais quel projecteur que je vais tester chez nous à un moment donné. Bon, mais on peut-tu s'entendre aussi qu'il y a des téléviseurs plus haut de gamme que les 100 pouces qu'on a parlé tantôt? On a des téléviseurs à 15 000. Oui, mais même là, si on veut une expérience cinéma, là, Ouais, c'est un ça. téléviseur, là, ce qui arrive, c'est que même si tu payes 15 000, 20 000, officiellement, il va être plus clair. Il va avoir une image qui est plus... des effets HDR plus lumineux. Mais si on revient toujours à la base, qu'on est dans un environnement dédié puis on veut une expérience cinéma, je dis, là, le Sony, c'est le détail puis l'espèce de douceur d'image, le fait que l'image, elle ne vient pas vers nous, Ouais. c'est quand même... C'est vraiment... Ouais, c'est vrai que ça fait différent. C'est peut-être ça aussi, le fait que c'est une projection au mur au lieu de dire c'est une image qui nous est projetée, parce Ouais. que c'est aussi des téléviseurs qui ont un rétroéclairage, donc qui nous projettent la luminosité. C'est l'inverse. La Ouais, luminosité, c'est complètement elle l'inverse. s'en va dans une toile, Ouais. puis elle est absorbée comme ça. Puis c'est ça l'effet de profondeur qu'on va chercher de plus Oui, avec un je projecteur regardais le film, haut de gamme. là. ben, c'est ça. Nous, on l'a testé là, sur le Dune 2 de Denis Villeneuve. Là. Puis là, il y a une séquence où il y a les soldats qui sortent du sable. Là, Puis là tu vois toute la poussière là, sale de leurs vêtements, là, toute la nuance. Là, tu sais, ça... OK. Là, tu sais, vraiment,
Tu vois probablement exactement l'image que Denis Villeneuve voulait qu'on voit là, quand il a tourné ces scènes-là. Là, tu m'as donné le goût parce que je ne l'ai pas écouté encore. T'as pas encore vu ça? Non. Fait que c'est sûr que je vais, ça. je vais laisser, va amener le projecteur. Dépêchez-vous d'aller en magasin l'essayer parce qu'il va disparaître. Non. C'est sûr que je vais en prendre un autre, là. Mais qui est dans sa boîte. Alors, c'est intéressant. Puis pour en revenir à ce que je disais tantôt quand je parlais de lumens, OK, il faut juste s'entendre que oui, quand on est dans du très haut de gamme, on augmente le lumens, comme les téléviseurs, finalement, mini LED vont avoir une plus grande luminosité, mais on est capable, justement, on a des technologies qui fait qu'on va chercher des noirs profonds. Alors que sur un projecteur d'entrée de gamme, comme on parlait tantôt, comme le LS9000, bien là, on met beaucoup de lumens, mais ça devient déficitaire pour ce qui est des profondeurs des noirs. C'est exactement comme les télés. Là. Tu sais, les télés OLED, quand c'est sorti au début, c'était les meilleurs téléviseurs parce qu'ils faisaient un noir parfait, mais ils n'étaient pas aussi clairs, lumineux, ils n'étaient pas aussi lumineux que des téléviseurs. C'est ça. Les projecteurs, c'est la même histoire. Plus on monte en gamme, plus on est capable d'avoir un noir qui est très, très noir, là, puis un blanc qui est très lumineux. Puis le Bravia 7 de Sony, ça, il le démontre bien. Là. OK. À cette heure, j'aimerais qu'on parle aux gens qui, là, on les a donné 2 excellents projecteurs, mais on voit bien que, tu sais, la sélection qui est faite chez Maison Adam, on a des projecteurs. On a aussi à lampe qui tourne autour des 4K, qui tourne autour de 3000. Oui, il y a un petit classique là, chez. Il y a 3800, je pense, d'Epson. Oui, ça, on le vend souvent parce que, bon, bien évidemment, c'est pas tout le monde qui peut mettre 5000, puis 7000, puis 12 000 sur un projecteur. Souvent, les gens qui achètent, qui veulent un projecteur, c'est du monde qui ne veulent pas de télé. Il y en a qui disent, moi, je veux pas de télé. Quand on écoute, ce qu'on écoute en famille, c'est juste des films. Fait qu'ils, là, ils veulent une petite solution abordable. Le 3800 d'Epson, c'est un projecteur 4K à lampe qui se détaille aux alentours de 2000. Ça fait des années que ça se vend, mais encore aujourd'hui, le 3800 à 2000 $, ben, en termes de qualité d'image, c'est nettement supérieur à tous les petits projecteurs portatifs qu'on peut voir sur le marché. Oh oui, absolument. Oui. Mais on s'entend-tu quand même qu'un projecteur laser a un avantage très important? Oui, on sait que contrôle la luminosité, mais la durabilité. Ben oui, là, c'est ça. C'est comme un projecteur laser, on peut voir ça comme une télé. On n'a plus à réfléchir à la lampe. Là, puis... Oh oui, c'est ça. Puis on a des durées de vie quand même très élevées. Là, on va parler de 30 000, 35 000 heures de durée de vie, ce qui est excellent. Tandis qu'un projecteur à lampe, il ne faut pas oublier qu'il y a une lampe à acheter qui coûte c'est 3, 4, 500. Si on achète la lampe officielle, c'est sûr qu'il se vend tout le temps des lampes à 100$ copie. Là. Une lampe officielle, c'est un 3, 4, 500. Ça dure à peu près un 4000 heures. Fait que normalement, on change ça aux 3 ans. Mais une lampe, c'est que la luminosité, elle diminue avec le temps. Vous comprenez, par exemple, que c'est là qu'on voit l'avantage d'un projecteur laser. Parce que, tu sais, si j'ai une durée de vie de ma lampe de 4000 heures, avant que j'atteigne le 30 000 heures, je veux dire, tu sais, j'ai acheté quand même 5 lampes. 5 lampes, même si ça coûte juste 400 $, je suis rendu quand même à 2000 $ d'ajouter sur le prix du projecteur. Il y a aussi l'aspect de la clarté. Là. Un projecteur laser, là, depuis que c'est sorti, là, les années qui ont été faites, c'est que la luminosité ne diminue pratiquement pas durant toute sa durée de vie. À la lampe, on la voit, avec la lampe, entre 3000 heures et 4000 heures, je veux dire, on voit la diminution. OK, parlons maintenant de les pièces, parce que là, c'est sûr qu'une pièce dédiée, faut le dire, là, je veux dire, ça, c'est pas une petite pièce, là, normalement, parce qu'un projecteur, juste pour donner une idée aux gens, si je prends un projecteur, je veux dire, avec une toile de 120 pouces, mon projecteur installé au plafond, il va être entre 13 et 14 pieds. Oui. Alors, c'est quand même... Là, c'est souvent 13-14 pieds, c'est le devant du projecteur. T'sais, si on prend un projecteur qui fait 2 pieds, un projecteur, ça fait 2 pieds de profond. Fait que s'il est à 13-14 pieds, ben, il faut que la pièce en ait 15. Là. Oui. Puis encore là, c'est peut-être pas l'idéal que le projecteur est à côté au maximum de la pièce. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est rare qu'on va aimer se mettre nécessairement directement en dessous du projecteur. On peut s'installer, je prends comme chez nous, on est installé à peu près 3 pieds en arrière du projecteur. Fait que, je pense que faut penser, mettons, pour une pièce, là, si on met une 120 pouces, comme je viens de l'expliquer, faut se donner au moins, je dirais, un 18 pieds de salle, de profondeur de pièce. On peut avoir une douzaine de pieds de largeur. Maintenant, si on parle de quelle est la façon qu'on devrait installer, parce que ça, c'est des petits détails, là, mais quelle manière qu'on peut installer, je veux dire, tous nos équipements. Parce que bien souvent, les gens qui s'installent, qui s'achètent un projecteur, vont s'installer aussi un cinéma maison.
Donc, est-ce que j'installe ça à un endroit spécifique dans la pièce? C'est-tu important? Bien, il y a beaucoup de choses. C'est ça. Le recul, il faut prendre le temps quand on achète un projecteur, le projecteur qu'on choisit, de vérifier, comme tu dis, la distance qui va être nécessaire pour avoir la taille de l'image qu'on veut. Parce qu'un projecteur, il y a toujours un ajustement, il y a toujours un zoom qui permet d'agrandir, de rapetisser l'image, mais il y a un ratio optimal. Puis si on est dans le ratio optimal, c'est ce qui va permettre d'avoir le meilleur contraste, ratio contraste noir-luminosité. Puis ensuite, il y a tout l'aspect de l'installation du système de son. Puis avec un projecteur, souvent, les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils disent « je vais m'acheter un projecteur puis je vais m'installer une barre de son ». Mais ça ne fonctionne pas bien avec un projecteur, une barre de son. Pourquoi donc? Parce qu'un projecteur, évidemment, c'est installé au plafond, donc qui est à une dizaine, douzaine de pieds de la toile. Idéalement, comme tu le dis, José, c'est pas fou de ne pas installer le projecteur directement en dessous d'où on est assis, parce que même s'ils sont silencieux, il reste qu'il y a un petit bruit qui peut rester. Là. Fait que si on est capable de mettre le projecteur derrière nous ou en avant de nous, ça, c'est une très bonne idée. Mais c'est qu'avec une barre de son, comment ça se branche? Ça se branche dans la sortie audio d'un téléviseur. La sortie audio d'un téléviseur, c'est un port HDMI EARC. Avec un projecteur, on a effectivement un port HDMI EARC. Mais le câble HDMI EARC... il va être long. Il est long, puis des câbles HDMI qui sont longs, nous, on n'a pas tout le temps des bonnes expériences avec ça. Ça, je te l'avoue, effectivement, parce que là, tu n'as pas le choix. Il va falloir mettre un câble. Si je suis à 14 pieds, on va mettre au minimum un câble de... Oui, facilement, parce que on va mettre la barre de son en dessous de la toile. Fait que là, il y a le fil à gérer qui passe derrière la toile. Ça. Bon, ça peut être fait. 25 pieds. Puis un câble HDMI long, je dis pas que ça marche pas. C'est juste que ça peut créer des problèmes du genre, j'écoute un film, j'ai pas de son. Mais là, quand j'ai pas de son, parce que la HDMI ARC a décidé de pas marcher parce que le fil est trop long, il va remarcher, là, c'est pas brisé. Là. Mais il faut débrancher la barre de son, de la rebrancher, là, ça va revenir. Faire un shake-hand. Donc, exact. Fait que avec un projecteur, de toute façon, on se fait une salle dédiée. Le mieux, c'est de s'installer un véritable ensemble cinéma-maison avec un amplificateur cinéma, des vraies enceintes. Puis l'amplificateur, le mieux, c'est de l'installer à proximité du projecteur. Au lieu d'installer ces équipements en dessous de la toile, si on est capable de les mettre en fond de salle près du projecteur, là, c'est sûr, ça facilite tout le travail. Mais c'est pas que ça. C'est qu'on va avoir un câble HDMI plus court. Exact. Un câble HDMI, plus c'est court, mieux c'est. C'est exactement ça. OK. Mais un petit détail quand même. Parlons des couleurs, parce que les gens, ça, c'est pas tout le monde qui savent qu'une pièce avec des couleurs très claires, les gens qui se mettent un beau jaune très punché, je veux dire, des choses comme ça. Avec un projecteur, c'est-tu bon? Non, il faut éviter. Bon? Avec un projecteur, il faut y aller avec des couleurs terre, et avoir des finis qui sont mas. Parce qu'un fini illustré, forcément, comme le projecteur, quand il affiche l'image, il éclaire la pièce. Si on a une peinture qui est illustrée, ça va avoir tendance à suréclairer la pièce inutilement. OK, c'est super. Bien, écoutez, je pense qu'on a pas mal... non, il y a peut-être les toiles. On a encore un peu de temps. On peut-tu aborder peut-être les différentes toiles là, qui peuvent exister, qui vont faire une différence, là, je veux dire, dans le résultat? Là. Absolument. Il faut savoir que, d'abord, avec un projecteur, ce qui est intéressant, c'est que passer d'une toile de 100 pouces à 135 pouces, c'est pas très dispendieux. Souvent, une toile, si vous prenez le plus grand que vous êtes capable en fonction de votre budget, parce que 100 pouces, 120 pouces, 135 pouces, les prix sont très, très proches. Puis, les toiles, il y a plusieurs types de toiles. La meilleure solution, c'est toujours une toile fixe, tensionnée. Donc, c'est pas une toile qui se déroule du plafond. C'est vrai. Donc, ça permet d'avoir une toile qui est complètement lisse, donc qui ne créera pas de vallon, là, des petites vagues qu'on peut voir quand on a on écoute du hockey avec une toile qui descend du plafond. Ça se peut que la glace a l'air d'être en eau. Là, fait que toile tensionnée, c'est l'idéal. C'est plus abordable. Puis ensuite, il y a des toiles qui sont acoustiques transparentes. OK. Donc, des toiles acoustiques transparentes, on va les utiliser dans le cas que des gens qui veulent vraiment des très, très grandes images. 135, 150 pouces, ce qui arrive, c'est que là, la toile est tellement grande, puis souvent, dans les sous-sols, les gens ont des plafonds de 8 pieds. Là, ils ont une toile qui est tellement haute qu'ils ne peuvent plus installer, par exemple, un haut-parleur central sous la toile. Ils n'ont pas l'espace. Là. Là, on va y aller avec une solution avec des haut-parleurs qui vont être cachés derrière la toile, puis la toile va les laisser traverser. C'est un peu plus dispendieux que des toiles traditionnelles. Puis après, dans les types de toiles, il y a des toiles qui ont des gains. Il y a des toiles qui sont conçues pour augmenter la luminosité du projecteur. Puis il y a des toiles qui ont des gains neutres.
ça ne vient pas déranger le contraste dans le sens qu'on ne perd pas du noir? Si on est dans des gains, normalement, c'est des gains de 1 à 1,50, ça ne changera pas le contraste. Mais il faut faire attention, il y a des toiles qui ont des gains de 3. Là, ça, c'est différent. Ce pas des toiles qui sont faites pour des salles de cinéma, c'est des toiles qu'on va utiliser dans des pièces de conférence, dans des environnements Exactement, qui sont très, très c'est lumineux. ça. C'est ça, des environnements très lumineux. Comme tu dis, avec des projecteurs qui peuvent avoir jusqu'à 3-4 000 lumens dans ce temps-là. Oui, dès qu'on rentre dans des projecteurs commerciaux, tu sais, comme Epson, ils ont toute une ligne de projecteurs commerciaux. Souvent, les mondes, ils regardent, est-ce que ce projecteur-là, il est bon, il a 5000 lumens, il doit être meilleur que ton projecteur cinéma que tu m'as parlé. Ouais, mais là, c'est ça. C'est pas 5000 lumens dans le cas d'une utilisation cinéma, c'est pas une bonne nouvelle. C'est autre chose. OK, bon, ben c'est bon. Écoute, il n'y a pas d'autres détails. Ben écoute, je veux quand même souligner une chose, c'est que chez Maison Adam, maintenant, on a une salle avec des haut-parleurs encastrés. Oui, c'est vrai. Donc, la toile que tu parles... Acoustique transparente est installée. Là. Elle est acoustique transparente. Puis ce qui est de fun, c'est que les gens peuvent voir aussi comment est le look que ça donne quand on a des haut-parleurs encastrés et non pas des haut-parleurs avec son caisson. Oui. Donc, ça prend moins de place, c'est plus dégagé. Ça permet des choses, des fois, des salles qui peuvent être spéciales. Ça, il y a un débat. Il y en a qui aiment ne pas voir leur haut-parleur pour avoir l'immersion complète. Il y en a qui aiment ça voir leur appareil, s'achètent des beaux haut-parleurs, ils veulent les voir, ils ne veulent pas les cacher. C'est là. ça. Mais... il y a les deux. Fait que là, maintenant, chez Maison Adam, on peut vous présenter cette nouvelle salle-là, la salle Cinéma 4. Exact. Et écoute, Guillaume, merci beaucoup. C'est toujours intéressant de t'avoir pour rentrer dans les détails techniques, qui répond aussi à beaucoup de clients. Donc, il est capable d'avoir le pouls de ce qui peut être vraiment les produits les plus intéressants. Et merci, chers auditeurs, de suivre le balado Parlons audio-vidéo. Alors, les prochains à venir, c'est à suivre. C'est 2 fois par mois. Et dites-vous que c'est toujours un plaisir pour moi de vous donner encore plus d'informations avec Guillaume ou d'autres personnes que je peux inviter. Merci. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.